Bien, bonsoir à tous. On a le plaisir d'accueillir une conférencière que vous connaissez, qui est enseignante à l'école d'architecture, donc Caroline Magnac, professeure HDR, et qui va vous présenter son travail que Gabriella va introduire. Donc on est très heureux de reprendre un peu les cycles de conférences, parce qu'on avait un peu laissé ça de côté. Et donc merci Caroline de cette conférence, et je crois que je laisse le micro à Gabriella qui fera le petit topo introductif. Voilà, donc merci à vous deux. Merci. J'y vais ? Je vais dire un mot. On peut s'asseoir peut-être pour que ce soit... Non, comme tu veux. Ah, tu veux rester debout. Ah, ok. Bon, alors je vais faire du même. Hein. Ok. Donc, merci déjà d'être venu à cette conférence qui rentre dans un cycle qui existe depuis déjà un certain temps à l'école, qui s'intitule Architecture à lire. Pardon. Donc c'est bien un cycle de conférences sans surprise dédié à des livres qui se lisent, bien sûr, notamment évidemment des livres dédiés à l'architecture, mais parfois pas que. Un cycle qui avait été initié il y a quelque temps par Jean-Baptiste Marie, qui était enseignant à l'école, qui n'est plus ici, qui enseigne ailleurs, même il fait autre chose un peu aujourd'hui, et qui avait été repris ensuite par Caroline Magnac, notamment au moment où elle était directrice, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, de notre laboratoire de recherche. Et que donc on a souhaité prolonger parce qu'on trouvait que ça serait dommage d'initier des projets puis les laisser tomber. Donc il faut que ça continue de vivre. On a essayé un tout petit peu de renouveler le format. Et en l'occurrence, moi je me dis que tant qu'on a de la ressource interne, il faut bien l'exploiter. Et donc comme on a des chercheurs qui publient des livres aussi dans notre école, des fois, c'est des invités extérieurs. Vous avez déjà pu profiter de la conférence de Gilles Novarina en septembre. Et aujourd'hui, on a bien invité Caroline qui a accepté l'invitation pour nous parler de son livre. Alors, je me suis demandé si c'était ton dernier. C'est le dernier qui est publié, mais il y en a un qui est bien aux choses chez un éditeur, qui est plutôt un livre en collaboration, mais néanmoins il est chez l'éditeur. Quelquefois on peut attendre plusieurs années. Et donc, et puis il y en a un autre qui est plutôt en écriture, le livre que j'ai pu initier lors de mon année de délégation CNRS, donc l'an dernier, et donc qui a pour thème aussi les voyages, mais d'une façon un peu différente, en regardant plutôt les bourses de recherche que les étudiants ont obtenues pour découvrir notamment l'Amérique du Nord. Bien, je me doutais bien qu'il y avait encore quelque chose un peu dans le four, qui va être prêt peut-être dans, espérons pas très longtemps. Alors, je ne sais pas s'il y a besoin de présenter Caroline, mais dans tous les cas, puisqu'on est aussi en visio, il vaut mieux, qui est architecte, historienne, docteur en architecture, habilitée à diriger des recherches, la totale en gros, qui est professeur ici. Et moi je vais présenter très synthétiquement tes travaux de recherche qui s'intéressent notamment à la contre-culture nord-américaine des années 60-70, et on va y revenir sans doute, au voyage des architectes, comme elle vient de le dire, et qui est notamment justement autrice de Go West, des architectes au pays de la contre-culture. C'est le seul livre que j'ai pas amené, en effet, je suis désolée. Je l'ai pas retrouvé chez moi, je pense que je l'ai pas en fait, c'est ça le problème. Voilà, et puis après, elle pourra sûrement nous en parler, mais c'était pas le focus de ce soir. Et donc, elle s'est dédiée aussi beaucoup à l'histoire de l'enseignement de l'architecture, et notamment à cheval de 1968, et vous avez effectivement des publications qui portent sur ces années-là, et il y a une exposition itinérante qui
se promène encore. Alors je vois que tu avais mis des petits points sur les lieux de diffusion et d'itinérance de l'exposition. En effet, ces 3 dernières années, l'exposition itinérante qui a été préparée ici à l'École d'architecture de Normandie et qui est finalement une exposition sur un format plus réduit de celle qui avait été présentée à la Cité de l'Architecture en 2018, a circulé beaucoup en France et c'était amusant de la suivre et de rencontrer toute une série d'étudiants. Alors Bordeaux, Nantes, Rennes, Clermont-Ferrand, de Toulouse, Val-de-Seine, mais aussi dans les maisons de l'architecture et notamment également Nancy, l'école de Nancy, mais aussi les maisons de l'architecture qui est un autre public. Et dans ce cas-là, ça a été la maison de l'architecture de Franche-Comté, en pleine Bourgogne. Et l'exposition revient ici à l'école d'architecture, donc pour une inauguration le 13 février, à mardi 13 février, à 13h, et vous êtes les bienvenus. Et il y aura aussi une conférence publique autour de films qui aura lieu le 27 février. Je pense que c'est un mardi soir, avec Éléonore Marantz et Jean-Louis Violot, qui étaient mes 2 comparses pour cette exposition à la Cité de l'Architecture et aussi dans l'exposition itinérante. Voilà. C'est bien, tu as cité, ça je n'avais pas prévu, mais tu as cité la Franche-Comté, qui me semble bien, notre directeur nous confirmera, c'est une des 2 régions dans lesquelles en France il n'y a pas d'école d'archi. Exactement. Voilà, donc c'est plutôt intéressant d'arriver aussi à toucher des territoires qui pour l'instant, et qui peut-être en souhaitent, enfin, une école d'architecture dans leur territoire. Ce que je peux juste ajouter, c'est que le titre, finalement, je trouve, ne représente pas forcément bien l'exposition. Parce que l'exposition, c'est vraiment une interrogation sur quelle a été la formation des architectes au début des années 60 jusqu'à, je dirais, le début des années 80, et comment cette éducation des architectes a affecté la profession ou les professions des architectes formés dans ces 2 décennies, par exemple dans le renouvellement des concours, dans les positionnements institutionnels, etc. Donc on ne parle pas seulement de l'éducation, mais on parle aussi de tous les systèmes qui fait que on se positionne en tant qu'architecte dans la société française. Oui, d'ailleurs, oui, comment on se positionne en tant qu'architecte, c'est aussi peut-être un des arguments qui est à traiter au final dans un autre ouvrage qui est l'architecte médiateur, qui a suivi un colloque. Moi, j'étais pas encore là, donc je l'ai pas vu. Oui, mais je dirais que cet ouvrage, c'est bien sûr le travail très très important fait par Damien Renaud, qui a été le premier doctorant de l'école et qui a soutenu sa thèse de doctorat en fait en octobre dernier, donc il y a peu de temps, et il avait préparé un colloque et également finalement ce colloque a donné vie à cet ouvrage. Donc il y a tout ce système qui est assez intéressant entre organisation de colloques, publication, thèse. Ce sont des domaines qui vous sont ouverts et qui permettent aussi d'irriguer la pédagogie. Ouais. Autre chose que j'ai essayé de dire aussi tout à l'heure, je ne sais pas s'il y en a qui étaient au débat sur le béton de tout à l'heure, c'est que cette présentation de ce livre en particulier tombe, à mon avis, plutôt bien. Parce que dans le débat, faut-il en finir avec le béton? Bon, c'est peut-être pas, c'était pas forcément posé de cette même manière, mais cette question de alternative à la construction un peu mainstream, si on veut dire ça comme ça, se posait déjà depuis un certain temps. On a quand même 50 ans de recul pour parler de ce qui s'est passé. Eh ben, je vais pas spoiler, je sais pas si ça se dit. Je vais quand même pas anticiper ce que Caroline va nous raconter, mais quand même, il y a eu des expériences. On n'est pas les premiers, on n'invente pas l'eau chaude, et c'est très important à mon avis. C'est pour ça que j'ai invité Caroline. C'est vraiment ça mon but. C'est quand même de vous faire prendre conscience, de prendre un peu tous collectivement conscience que c'est des thèmes dont
parlent et sur lesquels on s'interroge depuis un certain temps et que on peut même déjà faire un premier bilan intermédiaire d'expériences qui ont porté sur ces interrogations des architectes vis-à-vis de l'écologie, par exemple, mais qui allaient bien plus loin, qui impliquaient aussi des modes de vie différents peut-être, non seulement des modes de construire, mais aussi des modes de vie. Et ça, c'était bien imbriqué dans ce que Caroline va nous raconter ce soir. Donc voilà. Donc pour moi, c'est lié au débat d'aujourd'hui, c'est lié par exemple aussi à un colloque qu'on a eu en avril dernier, qu'est-ce que l'architecture fait à l'écologie? C'est important de dire qu'à l'école, on en parle de ces questions, en pédagogie et en recherche. Il y a eu aussi 2 séminaires sur 3 de ceux qui sont portés par Noura Arabe et François Fleury, et qui s'intitulent « Entre ressources et écologie, l'architecture en question ». Donc c'est des questions qui continuent de revenir, et je pense que l'épaisseur historique, il faut vraiment la mettre en avant parce que il faut se saisir de ce qui s'est passé. Il faut en avoir déjà un premier bilan et il faut voir aussi quelles sont nos marges de manœuvre par rapport à cette histoire-là. Et donc voilà. Puis l'INSA Normandie est inscrite, vous savez, dans l'INSA Eco, qui est le réseau des écoles qui s'interrogent sur comment enseigner la transition dans les écoles d'architecture. Voilà. Donc, cette conférence, voilà, je l'ai dit, c'est la question écologique avec une épaisseur historique. Ça m'interroge d'autant plus qu'on n'arrête pas de parler d'urgence. Alors, cette urgence, on a l'impression que c'est maintenant, demain, peut-être c'était déjà hier, c'est ça le problème. Et donc, sur le temps long, qu'est-ce qu'on peut apprendre vis-à-vis de l'urgence climatique ? Il est vrai qu'en travaillant sur les années 60 et les années 70, le discours catastrophiste qui était très présent à l'époque et qui va trouver une sorte de sommet avec le fameux livre Halte à la croissance de 1972, ce discours catastrophiste était très très présent, et je dirais qu'il était très présent par exemple dès 1963 avec un livre qui a eu beaucoup de succès, écrit par une femme biologiste qui s'appelle Rachel Carson, et qui a écrit un livre qui s'appelle en anglais The Silent Spring, et qui a été ensuite traduit en français très rapidement par Le printemps silencieux. Et pourquoi le printemps silencieux en 1963? C'est parce que cette femme qui faisait des recherches en biologie s'était aperçue que lorsqu'elle se promenait dans les champs, dans la campagne, aux États-Unis, elle n'entendait plus les oiseaux. Et elle n'entendait plus les oiseaux parce que depuis des décennies, aux États-Unis, on aspergeait les champs de DDT. Ce DDT, c'est pas tellement familier à votre oreille, ce mot, mais dans les années 60, 70, c'était un mot qui était très familier pour indiquer un pesticide. Et ce pesticide avait été d'autant plus élaboré dans le cadre de la guerre du Vietnam, et les avions américains jetaient des tonnes de pesticides sur les territoires vietnamiens pour les brûler et faire en sorte que la rébellion s'estompe au Vietnam. C'était une guerre importante à cette époque-là. Hein. Et c'est important parce que ça parle du contexte culturel et surtout de l'emprise d'un système, j'allais dire militaro-industriel, qui s'était mis en place aux États-Unis, qui existe toujours actuellement, mais qui a pour objectif de produire des armes, mais aussi de produire des pesticides qui peuvent servir d'armes, mais aussi qui finalement favorisent une agriculture intensive. Mais ça a des conséquences. Et maintenant, vous êtes très très alertés par les conséquences de cette agriculture intensive, puisqu'on en parle beaucoup aux informations, on en parle beaucoup dans les universités, dans les écoles, mais c'était aussi le cas dans les années 60.
Et il y a tout. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que le livre de Rachel Carson en 1963 a conduit le gouvernement américain de mettre en place déjà des décrets, on pourrait dire des décrets ministériels ou même j'allais dire, des ministères chargés de réguler la question des déchets, la question de l'eau, la question des matériaux qui ne soient pas des matériaux dangereux, etc. Donc, on a souvent la perception d'une Amérique quelquefois, enfin comme on l'appelait à l'époque, impérialiste, et c'était le cas absolument, hein, et une Amérique guerrière. Mais aussi se sont mis en place des organismes qui permettaient de contrôler assez rapidement. Alors ça a eu des effets ou pas, hein. Vous savez toujours que ce sont ces questions de pollution, ces questions d'armement, ces questions d'économique, la macroéconomie, ce sont des questions très difficiles à gérer, mais néanmoins c'était des questions déjà considérées, et c'est important de le dire parce que c'est sur j'allais dire, lit-là que se met en place donc des recherches plus poussées en Californie, parce que je pense que la Californie a toujours été un État, surtout la Californie du Nord. Il y a une grande différence entre la Californie du Nord et la Californie du Sud. En tout cas, la Californie du Nord a été un État très en avance, peut-être encore maintenant, sur des positionnements concernant le caractère soutenable de l'économie. Bah, c'est bien, moi je trouve tu as bien introduit un peu le climat, tu nous as un peu amené là dans les années 70, et c'est peut-être le moment d'expliquer en quoi cette production en particulier des années début des années 70 a été importante pour les architectes, sachant qu'elle n'était pas forcément pilotée par un architecte. Voilà, donc pourquoi Et après, sans doute, comme tu as préparé un diaporama, parce que c'est très important de montrer aussi les images. Voilà, oui. Donc, si tu peux. Mais moi, je trouve que c'est bien d'évoquer tout cela sous forme de dialogue. C'est peut-être plus vivant comme cela. Mais bien sûr, je reprendrai un certain nombre d'images, peut-être pour vous fixer certains points et peut-être pointer certains aspects de ce travail. Mais pourquoi les architectes et pourquoi ça peut être intéressant pour les architectes de considérer cette publication? En fait, je dirais, pour ma part, je me suis intéressée à cette publication dont vous voyez ici l'image de couverture, une publication qui a débuté en 1968 et en fait produite en Californie, non loin de San Francisco, en fait près de Palo Alto, dont on entend parler de temps en temps, parce que on est au centre de ce qu'on appelle la Silicon Valley. Et donc, je dois dire, je me suis intéressée à cette publication parce que antérieurement, je m'étais occupée au Centre Pompidou d'une exposition qui s'appelait L'art de l'ingénieur en 1997. En fait, j'avais travaillé presque 3 ans sur cette exposition, 3-4 ans, hein, de 94 jusqu'en 97, et j'étais commissaire responsable de la section sur les structures légères. Donc les structures légères, c'est justement pas les structures en béton. C'est pour ça que ça m'intéressait, cette question du béton. Les structures légères, c'était tous les dispositifs de construction mis en place, j'allais dire, à la fin du 19e siècle ou tout au cours du 20e siècle, qui favorisaient cette idée de moins de matériaux pour néanmoins couvrir de grandes surfaces. Et c'est lors de mon travail au Centre Pompidou, j'ai pu rencontrer
un certain nombre d'ingénieurs, spécialistes des structures tendues, spécialistes des structures tridimensionnelles, spécialistes des structures gonflables, mais aussi spécialistes des structures pliables, dépliables. Et ça m'a passionné pendant 3-4 ans d'aller chercher les documents, les plans, les maquettes, les éléments aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en Espagne. Et je me suis formée de cette culture des ingénieurs en allant discuter avec ces ingénieurs. Et l'un de mes conseillers scientifiques pour alimenter mon savoir était George David Emmerich, qui en fait avait enseigné la construction à l'école des Beaux-Arts de 1965 à presque le début des années 80. Et ce qui était important chez George David Emmerich, c'est qu'il avait mis en place un brevet au même moment que Richard Buckminster Fuller sur les structures géodésiques et sur le système de la tenségrité, qui est un système constructif qui s'établit sur des questions de tension, de structure, mais avec l'objectif d'employer le moins de matériaux possible. Et donc, George David Emmerich m'avait conduit à aller rencontrer Frei Otto en Allemagne, qui avait un institut des structures légères et qui faisait, en tout cas tout au long des années 60 et 70, des structures en toile, couvertes de toile, et qui permettaient donc de créer des espaces où on n'employait pas le béton. J'ai pu aussi rencontrer la fondation Emilio Pérez dans le sud de l'Espagne. Cet Emilio Pérez était un architecte qui avait développé des structures pliables, dépliables, là aussi extrêmement légères et transportables, et bien évidemment qui pouvaient servir pour des manifestations, ou qui pouvaient servir pour les marchés, en tout cas qui pouvaient donc être facilement positionnés et puis ensuite démontés, donc sans structure fixe touchant le sol. Et donc c'est cet intérêt pour ces structures légères, vu du côté des ingénieurs, qui m'a conduit petit à petit, lorsque j'ai voulu préparer une thèse, à considérer la culture alternative nord-américaine, qui avait aussi développé ce type de structure pour créer des dômes géodésiques. Par exemple, il y avait une couverture de Life Magazine, je pense que c'était en 1962, qui titrait 36 000 dômes donc aux États-Unis. Donc il y avait des gens qui avaient choisi le dôme comme un lieu, comme un habitat, comme une habitation. Et les dômes pouvaient être érigés en 3 ou 4 jours et puis pouvaient être bien sûr arrimés à un socle, mais quand même il y avait cette idée qu'on ne construisait pas en béton. Mais ce qui existait aussi, c'est une tradition culturelle très forte aux États-Unis qui est celle de la structure en bois. Parce qu'en fait, il y a très peu de béton, entre guillemets, aux États-Unis. Il y a des structures métalliques, d'acier, etc. Mais finalement, le béton, il faut savoir aussi que c'est d'un système industriel, avec, on pourrait dire, des lobbies, des entreprises qui luttent pour avoir les parts de marché. Et il y a toujours eu en France un grand impact du lobby du béton. Et quand on observe par exemple les travaux de l'architecte Jean Prouvé, l'architecte ingénieur Jean Prouvé, on sait combien il a souffert du fait que en France, les structures légères ou les structures métalliques ont finalement eu peu d'impact
dans les efforts de reconstruction ou dans les efforts menés par la France dans les années 60. Mais en Amérique, le logement individuel, c'est pratiquement que des structures de bois. Voilà, c'est important à considérer, puisque il y a aussi un fort impact de la maison individuelle et moins des logements collectifs comme nous avons pu les connaître en France. En tout cas, dans ce qu'on appelle le système de la banlieue américaine. Voilà. Alors, cet intérêt pour les structures légères, je dirais, déplacé, parce que ce milieu contre-culturel, par exemple, était très intéressé par une figure de cet ingénieur, Buckminster Fuller. Qui a entendu parler de Buckminster Fuller? Et comment vous avez entendu parler de lui alors? Bah oui, mais là vous avez un statut d'étudiant, hein. Oui. Sur cette thématique. Oui, aussi Fuller, à la fois pendant les études, puis par la suite. D'ailleurs, je conseille, je ne sais pas si vous connaissez tout le travail de Fuller avec la MIT. Oui. Sur le World Game. Oui. Voilà. C'est extrêmement intéressant parce que, contrairement au Earth Catalogue, qui visait plutôt les particuliers et le do-it-yourself, on voit toute la diffusion qu'il y a eu maintenant dans la culture mainstream. La réflexion de Fuller avec la MIT avait une portée mondiale. Et tout ça pendant un conflit qui opposait deux blocs. Il était capable de dire qu'il fallait utiliser les ressources pour le monde entier et d'arriver à les quantifier aussi. Donc, et c'est là où on passe finalement de l'individu ou de la communauté très refermée, ça arrive aussi aux États-Unis d'ailleurs, à faire société. Et je pense que c'est intéressant aussi sur, quand vous parliez de la culture des ingénieurs, les architectes, on n'est pas que ingénieurs. On a aussi une autre culture qui est, et dans l'acte de construire aussi, on a aussi une grande portée sociale et politique, et d'arriver à faire communauté au sens très large. Et je pense que c'est ce qui est intéressant d'arriver à décrypter dans ces... Très bien, très bien. Alors, en fait, Buckminster Fuller a eu un parcours un peu particulier. Je dirais qu'il était très indiscipliné d'une certaine façon parce que il s'est fait renvoyer de Harvard. Ce qui est très important de dire aussi que sa grand-mère était une personnalité féministe très très importante au milieu du 19e siècle aux États-Unis. Hein. Donc il était dans une sorte de tradition comme ça aussi qu'il ne faut pas négliger. Et c'était en fait un inventeur. Hein. Il a jamais eu de diplôme d'architecture. Hein. Il était plutôt un ingénieur inventeur. Et il a par exemple, dès 1927, édifié des structures très légères. Hein, la maison d'Imaction, par exemple. Hein. Et puis il a aussi, dans les années 30, mis en place une voiture un peu étonnante à 3 roues. Et d'ailleurs, un certain nombre de chercheurs en automobile, en ce moment, reprennent des modèles des voitures d'Imaction de Buckminster Fuller. Pardon ? Oui. Oui. Et alors, ce qui est très important pour Buckminster Fuller, c'était que c'était un très bon orateur. Et il est allé faire des conférences dans de nombreuses universités américaines et il pouvait parler pendant 8 heures, 10 heures. Et donc, il y avait une sorte de fascination pour ce qu'il disait. Mais aussi, il était invité comme professeur invité dans les universités pour ériger avec les étudiants des structures grandeur nature. Et donc, il a enseigné, par exemple, dans des universités en Caroline du Nord, mais il a aussi travaillé dans la région de Chicago. Donc, il a été très souvent invité. Et justement, c'est lors d'une de ces conférences que de jeunes architectes
dans le Colorado, se sont mis à construire un premier lieu de vie, une première communauté un peu... Non, c'est pas une première communauté, c'est un espace qui réunissait beaucoup de gens qui étaient plutôt spécialistes en théâtre et qui, à partir de dômes géodésiques couverts de carcasses de voitures. C'est le fameux Drop City, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui a eu un écho assez important, puisque un journaliste de l'architecture d'aujourd'hui a réalisé un article en 1968 sur ce lieu où il fait des dessins à la main et il dit, par exemple, 4 familles, 8 enfants, 6 dômes, et qui explique le mode constructif. Voilà. Donc c'est pour parler un peu de cet aspect-là et de l'importance justement et du rôle des ingénieurs dans la diffusion des structures légères qui vont avoir une sorte d'engouement. Mais revenons à cette publication que vous avez ici, qui est en fait un catalogue qui présente des ouvrages, mais qui aussi présente des outils. Et le sous-titre du catalogue, c'est Access to Tools. Et tools, c'est à la fois les outils, le micro, la télécommande, qui n'existait probablement pas à l'époque, mais aussi les outils de jardinage, les outils pour la construction et les outils aussi qui permettent de considérer tous les aspects de la vie d'un être humain, un homme, une femme, des familles, pour vivre une sorte d'autonomie par rapport à l'État centralisé. Et donc, ce catalogue avait pour ambition non pas de faire appel, par exemple, à des experts, mais au contraire de faire en sorte que l'individu, vous, moi, les passants dans la rue, deviennent des experts eux-mêmes pour essayer justement d'affronter toutes les petites difficultés et plaisirs de la vie quotidienne. Et ça passe aussi par la construction. Donc, savoir construire soi-même, savoir planter des légumes et entretenir son sol pour qu'il devienne productif, savoir mettre en place des dispositifs solaires, des dispositifs de récupération de l'énergie solaire ou éolienne pour chauffer sa maison ou son entreprise, mais aussi pouvoir accéder à des outils philosophiques à travers des livres ou à travers des livres principalement qui permettent justement d'éduquer l'être humain dans un aspect global et non pas dans un aspect de spécialisation. Ne pas être seulement capable d'être avocat, ne pas être seulement capable d'être marchand de légumes, ne pas être seulement capable d'être architecte, mais d'avoir le pouvoir d'être avocat, marchand de légumes, architecte et pouvoir réparer ces outils éventuellement et de ne pas rester inactif par rapport à tout cela. Et ça permet de réfléchir à soi-même, hein, puisque dans notre société hyper-technologie finalement, c'est très difficile de réparer soi-même les choses. Réfléchissez, est-on capable de réparer un ordinateur? Est-on capable de réparer un appareil photo, les appareils de photo digital? Est-on capable de maîtriser un certain nombre d'aspects de la vie quotidienne? En fait, non. Nous sommes finalement
même dans le système du web généralisé, vous le savez que nous devons payer un certain nombre d'argent pour être protégés, etc., quoi. Donc il y a tout ce système-là qui fait que cette volonté de retrouver une sorte d'autonomie, d'action, est peut-être ce qui pourrait caractériser l'ambition du Wolof Catalogue, qui était bien sûr une publication au moment où Internet ou le web n'existait pas. Donc j'ai été un peu trop loin dans mon explication, mais c'est pour vous donner ce sentiment qu'on est plus dans une culture de maîtrise globale et non pas de former des experts. Et c'était intéressant parce qu'à l'époque, dans les années 60, dans les universités, on discutait beaucoup des différents types de cultures. Par exemple, la culture artistique ou la culture scientifique. Et en fait, c'est très important de créer des individus qui soient capables d'aborder les aspects artistiques et aussi les aspects scientifiques des problèmes. Donc, pas de spécialisation, mais plutôt une sorte d'éducation beaucoup plus intégrée et vaste. Mais bon, est-ce que tu as une autre question? Alors, en ce qui concerne, peut-être si je reprends ta question, pourquoi les architectes? Eh bien, dans ce catalogue, il y a des chapitres. Et parmi ces chapitres, il y a un chapitre qui s'appelle Shelter. Ce n'est pas un chapitre architecture, mais Shelter, on peut le traduire par abri. Donc, il y a cette idée aussi que ce chapitre, ce n'est pas forcément un chapitre dirigé par des architectes, mais au contraire de montrer une diversité d'offres d'habitation, que ça peut être l'architecture vernaculaire, en prenant des exemples à l'échelle internationale. Ça peut être des habitats spécifiques en Tunisie, en Turquie, ça peut être les granges en Normandie, ou la beauté des structures des charpentiers en Suède, en Angleterre, etc. Mais ça peut être aussi toutes ces structures alternatives à partir de structures légères, c'est-à-dire les structures gonflables, les structures tridimensionnelles, les structures pliables, dépliables, dont j'ai évoqué l'importance tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est un manuel qui est destiné aux architectes? Eh bien, en fait, on peut dire oui, dans le sens où les architectes se sont beaucoup intéressés à ce manuel, à ce catalogue, parce qu'il offrait des alternatives à l'enseignement. Il est possible que dans les années 68-69, à l'université de Columbia, ou bien même à l'université de Californie, etc., il y avait quand même un enseignement basé sur la construction en béton, par exemple. Et d'ailleurs, l'université, l'école d'architecture qui était nouvelle, en 63-65, qui s'appelait néanmoins The College of Environmental Design. Donc, elle avait le mot environnement dans le nom de l'école. Hein. Néanmoins, les matières telles que la construction biosourcée avec les matériaux biosourcés, la paille, etc., n'entraient pas énormément à l'université. Mais il y a eu des changements, et je dirais que ce catalogue, pour être assez large, ça a été une université en lui-même. C'est-à-dire que le catalogue a éduqué ou a fourni des éléments pour s'éduquer par soi-même
à toutes les sphères de la société américaine, ou on pourrait dire les sphères déjà cultivées de la société américaine. Et j'en donnerai un seul exemple, Jerry Brown, qui était le gouverneur, le plus jeune gouverneur de Californie, avait demandé en fait à Stewart Brand, qui était l'initiateur de ce catalogue, d'être son conseiller scientifique, je dirais, sur des questions environnementales et architecturales. Et ça, en 1975. Ça veut dire que à l'échelle du pouvoir gouvernemental de la Californie du Nord, ont été mis en place très tôt, dès 1975, des règles concernant la construction. Et le bâtiment du gouverneur, qui a été construit en 1975 à Sacramento, a été réalisé avec des principes, par exemple, de climatisation naturelle, par exemple, pour justement refuser la climatisation électrique, mais aussi les panneaux solaires, et aussi toute une série de mesures comme ça, mettant déjà à l'échelle du bâtiment de la représentation gouvernementale les grands principes de l'architecture soutenable. Et ça, c'est très important parce que vous savez que toute décision concernant la transformation de la politique sur la construction ne dépend que de mesures politiques. C'est-à-dire, s'il n'y a pas à l'échelle des plus hautes instances politiques des décisions, eh bien, les choses ne sont pas mises en place. Donc, ça a été très très important qu'à l'échelle du gouvernement, cette dimension soit déjà actée. Voilà. Alors, bien évidemment, comme vous le savez, il y a toujours des alternances en politique. Et en 1980, lorsque Donald Reagan est arrivé aux États-Unis, ou en tout cas, je pense qu'à cette époque, je me souviens plus s'il était gouverneur ou s'il a commencé à être président des États-Unis. J'ai un petit trou à cette époque. Pardon ? Il a été président des États-Unis. À ce moment-là, tous les financements qui avaient été mis en place au cours des années 70 pour développer les programmes solaires, pour développer les programmes éoliens, pour développer tout ce système d'architecture soutenable, finalement, ont été interrompus. Donc cette aventure, soutenue par le Waldorf Catalogue, qui a été une aventure extrêmement efficace, je dirais, en termes de conscientisation sur la pensée environnementale, eh bien, a été interrompue par un changement politique. Et c'est souvent le cas. Donc, en fait, j'ai toujours l'impression que, à l'échelle de l'histoire, on a toujours une perception en vague. Et c'est au moment où il y a des difficultés économiques, des crises économiques, qu'il y a souvent une conscience environnementale plus poussée. Ça a été le cas beaucoup dans les années 30 aux États-Unis, parce que se sont mis en place là beaucoup d'expériences de petites communautés industrielles en dehors des grandes villes, permettant justement de produire de l'électricité, mais à l'échelle locale, parce qu'il y avait cette grande crise suite à l'effondrement que vous connaissez tous de 1929. Il y a eu toute une série d'expérimentations très intéressantes, mais qui se sont estompées à partir du moment où il y a eu une économie de réarmement, je dirais. Mais même l'économie de réarmement ou l'économie de la guerre aux États-Unis, mais aussi en France, a permis de développer un certain nombre de choses qui sont très très équivalentes à ce qui se passe actuellement
en fait. Quand vous regardez les affiches produites par le gouvernement français, mais aussi par le gouvernement américain, le discours est celui de la récupération, le discours est celui de ne pas employer des métaux, parce que ça devait être pour l'économie de la guerre, pour construire des armes, des balles, etc. Mais de récupérer le carton, de récupérer le bois. Mais il y a aussi, et vous le savez, mis en place des jardins pour que les personnes puissent cultiver leurs légumes pour justement une sorte de autosubsistance ou subsistance à l'intérieur des villes. Donc les crises économiques, mais aussi les périodes de guerre, sont des moments où tous ces aspects-là sont extrêmement intéressants à considérer. Voilà. Là, c'est justement pour évoquer le XXe siècle, de façon beaucoup plus largement le XXe siècle et le XXIe siècle, en considérant ces vagues d'une trentaine d'années. Donc, un intérêt très poussé sur les questions environnementales, entre, j'allais dire, 63 et 80, et un dégonflement de ces considérations environnementales à partir de environ 78 en France et à partir de 1980 aux États-Unis. Une sorte d'essoufflement, de disparition pour réapparaître plutôt dans les années 2000. Et puis, on peut dire que là, on est en plein dans une pensée environnementaliste d'une certaine façon, sur certains aspects. C'est pas une question, mais en fait, de ce que tu dis là, en essayant de nous donner un peu une synthèse sur un peu l'esprit de cette publication, ça me rappelle les deux choses qui m'ont particulièrement fascinée en lisant ton livre et en essayant de comprendre un peu ce que ça a été cette aventure, et puis on reviendra là-dessus. Une première chose dont j'aimerais bien parler peut-être à la fin, c'est la grande actualité de ce qui est dit là-dedans, malgré tout. Enfin, on y revoit vraiment des choses dont on parle maintenant, et même ces expériences pédagogiques de l'échelle 1 qui nous semblent l'innovation pédagogique, voilà, et qui est très bien, qu'on fait aussi ici, etc., mais qui existait déjà à cette époque-là. Enfin, plein de choses qui ont été vraiment anticipées à ce moment-là. Et l'autre aspect que je trouve vraiment fascinant, c'est ce dépassement des dualités un peu ordinaires comme la modernité et le vernaculaire, le savoir savant et le savoir non savant. En fait, tout y est dans ce catalogue et tout est mis en relation de manière non hiérarchique, et même ça se voit dans la mise en page, peut-être tu nous le diras, ce qui même a conduit certains à commenter le catalogue comme une sorte de précurseur d'Internet. Oui, mais là je réponds tout de suite parce que, en effet, Steve Jobs avait été invité à l'université de Stanford pour une conférence lorsque tous les étudiants sont réunis à la mi-mai pour célébrer les diplômes. Et il avait dit combien le Wall of Catalog avait été un document essentiel de sa formation quand il avait 17-18 ans, donc en 1968. Mais la grande différence entre le système Internet que nous avons maintenant et qui a de multiples possibilités, qui est plein de richesses, et ce Wall of Catalog, c'est que d'une certaine façon, cette publication, elle est issue quand même de quelqu'un qui a choisi de sélectionner des ouvrages et sélectionner des outils. Alors que si on circule sur Internet, on n'a pas cette présélection. Dans le catalogue, il y a une présélection de l'excellence.
C'est-à-dire les publications qui sont indiquées, et il y en a beaucoup, parce que j'ai publié un autre livre en anglais qui s'appelle Waller Field Guide, et dans cet autre livre, je donne la liste des 800 ouvrages proposés dans le Wolof Catalogue. Et j'ai pu, lors d'une résidence que j'ai pu avoir à la Library of Congress à Washington, avoir accès à de nombreux livres, puisque la Library of Congress doit avoir toutes les publications publiées sur le territoire américain. Donc c'est le lieu unique pour pouvoir trouver même les petites ouvrages de peu d'importance contre-culturelle. Ils sont tous là réservés à Washington et conservés là-bas. Toutes les publications que j'ai pu avoir en main ont d'abord une qualité d'explication, c'est-à-dire qu'on comprend ce que l'auteur veut faire passer à son lecteur. Il y a aussi un système iconographique qui permet justement de transmettre la connaissance. Et il y a aussi un registre bibliographique qui permet d'aller plus loin dans la connaissance. Donc tous les ouvrages qui sont présentés, qui ne sont pas des ouvrages scientifiques, absolument. Il peut y avoir des ouvrages tels que comment réaliser ou un pullover mais il y a une qualité dans la mise en place de cette information. Parce que Stewart Brand, qui était l'initiateur de ce catalogue, et son équipe étaient capables, il recevait des livres, les gens leur envoyaient des livres, et il était capable de mettre à la poubelle les mauvais livres, d'hésiter sur les livres moyens et de mettre dans son catalogue les très bons livres. Mais vous savez, se rendre compte de ce qui est un bon livre, d'un livre moyen, d'un mauvais livre, ce n'est pas si facile que ça. Et donc, l'importance, c'était de donner à livre que les excellents ouvrages, comme seulement faire la publicité pour les excellents outils. Et les excellents outils ne veut pas dire les outils les moins chers. C'est quelquefois, il faut mettre de l'argent pour avoir un bon outil. Et voilà, donc ça oblige à reconsidérer ça oblige à reconsidérer nos perceptions sur ce que c'est que la qualité. Peut-être certains d'entre vous a une certaine conscience de cela, puisqu'on en parle beaucoup actuellement, considérant les vêtements, par exemple, sur la question des vêtements de bonne qualité ou de mauvaise qualité, et l'accumulation de ce type de vêtements. On entend beaucoup parler actuellement avec la fast fashion et tout cela, quoi. Voilà. Si tu peux... alors, peut-être que je peux montrer quelques images. Vous allez peut-être... je vais vous montrer quelques images, tout en ayant bien conscience que ce ne sont pas forcément des images qui seront absolument attractives pour des étudiants en architecture, dans le sens où j'aurais pu mettre beaucoup plus de dômes, beaucoup plus de maisons en bois, beaucoup plus de constructions étonnantes ou pas. Ça pourra peut-être faire l'objet d'un cours ou là. Mais j'ai plutôt accentué sur la question de l'ouvrage, de sa fabrication et aussi de sa portée, j'allais dire, politique et scientifique, d'une certaine façon. Voilà. Donc, en fait, je commencerai tout de suite par la couverture. Et je crois que c'est cette couverture qui a étonné. Cette image de la Terre, c'était une image qui était absolument inaccessible
en 1900 jusqu'en 1900, mai 1968. En tout cas, jusqu'au début 68, cette image-là a été inaccessible. En fait, cette image-là a été réalisée au cours d'une sortie Apollo par des astronautes et prendre une image de la Terre vue du ciel, c'est exceptionnel. Et cette image, en fait, a fédéré le mouvement environnementaliste américain. Parce que soudain, on pouvait voir la Terre comme une orange dans la main. Hein, cette fameuse idée de l'orange. Et donc, quand on voit le titre Whole Earth Catalogue, c'est en fait, ça peut être traduit par l'idée du catalogue de la Terre entière, ou le catalogue où il y a cette idée de globalité, wholeness, c'est global, et ça correspond assez bien. Et puis ce fond noir et ce globe, et vous allez voir, vous allez être peut-être sensible, ces dernières années, cette image-là du globe est très présente maintenant en France, à la télévision, dans les journaux, dans les magazines, dans les publicités. Hein. La question de la publicité est très présente et, dans nos vies quotidiennes. Mais la première fois que c'est apparu, c'est dans ce magazine. Parce que ces photos n'ont pas été... elles datent d'un peu plus tôt, un peu plus tôt que 67. Ces photos, lorsqu'elles ont été faites par la NASA, en fait, le citoyen américain, qui avait quand même payé le programme de la NASA, puisque le programme est payé par les impôts des citoyens, eh bien, n'avait pas le droit. Et Stewart Brand a commencé d'ailleurs son activité, j'allais dire, d'activiste environnemental sur le campus de Berkeley, en diffusant un pins qui disait « Quand est-ce que nous aurons les photos de la Terre ?» Et c'est cette action-là d'activiste qu'il a mis déjà en scène, sur la scène de San Francisco, des milieux alternatifs, des organisateurs de concerts, etc. Donc il était ce genre de personnage et qui habite toujours d'ailleurs dans un lieu très intéressant qui s'appelle Sausalito, dans la baie de San Francisco, et qui habite dans une maison barge. Les barges, ce sont des sortes de péniches plates qui ont été réappropriées par tout un milieu culturel pour devenir des maisons. Donc récupération de bateaux à fond plat de l'activité commerciale des années 50 pour devenir des maisons assez extraordinaires. Peut-être quelques-uns d'entre vous ont vu le petit film de Agnès Varda, Oncle Yanko, que vous pouvez trouver à la bibliothèque, qui est un fameux petit film de 17 minutes où elle parle de son oncle américain qui habite dans une de ces maisons. Et donc, Stewart Brand, l'initiateur de ce catalogue, habitait dans la même communauté des gens des barges de Sausalito. Alors, attends, comment on fait pour... Ah oui. Oui, je ne sais pas comment faire. Dézoomer ? Non. Ou, pour avancer. Voilà. Ouais, voilà. En fait, ce catalogue, il peut être, j'allais dire, comparé à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui, au XVIIIe siècle, rassemblait toute une série d'expériences
Oui, d'expérience sur les activités économiques du pays. Et d'ailleurs, une exposition au Science Museum à Londres, il y a une dizaine d'années, montrait des vitrines organisées autour d'une publication essentielle qui, finalement, permet de comprendre l'écosystème d'une nation. Donc, l'encyclopédie représente la France, et pas seulement la France, mais la France à un moment donné, et c'était un catalogue de propagande, finalement, les avancées françaises concernant l'industrie, l'artisanat, etc. Le catalogue de la grande exposition de 1851 à Londres était aussi un document extraordinaire pour comprendre l'écosystème de la nation britannique à l'époque, au milieu du XIXe siècle. Le catalogue de l'exposition Festival of Britain à Londres en 1951 était aussi extrêmement important pour comprendre l'état, j'allais dire, de l'Angleterre, mais aussi du monde en 1951 à la sortie de la guerre. Et le Hall of Catalogue représente la société nord-américaine des années 60-70. Et voilà, donc ça, c'est un aspect important à souligner. Et donc, c'est bizarre. Oui, et vous voyez que là, par exemple, dans l'encyclopédie donc de Diderot et d'Alembert, 1751-1772, on sait qu'il y a des planches sur les outils. Et je vous rappelle le sous-titre du Hall of Catalogue, Access to Tools. Et là, on est aussi dans un même catalogue, Access to Tools, accès aux outils, comme on peut voir ici. Et je fais remarquer aussi les mains qui permet, par exemple, de faire en fait une expérience chirurgique. Il y a une tête, là on est plutôt dans une planche qui représente la médecine. Et Roland Barthes parle très joliment de ces mains qui volent dans l'encyclopédie. C'est pour dire aussi l'importance de l'aspect manuel, la main comme outil du savoir et de la transmission d'un savoir par une action. Alors, voici quelques éléments qui représentaient les années 60, et là, je n'ai mis que seulement un petit aspect de cette exposition au Science Museum à Londres, mais le Hall of Catalogue est la pièce maîtresse de cette exposition. Alors, en fait, je reprends ces images, mais j'en ai déjà parlé. Il faut savoir que ce Hall of Catalogue faisait au départ en 1968 64 pages, et il a continué à être édité en 69, 70, 71, 72, 73, jusqu'à arriver à environ 450 pages. Donc il y a eu une évolution et des numéros successifs. Ce ne sont pas des numéros différents, c'est plutôt des ajouts à l'édition originale de 1968. Et parmi les éléments qui finalement illustrent cette idée de l'expertise, on peut rappeler cet ouvrage sur How to keep your Volkswagen alive, c'est-à-dire comment réparer votre voiture, et un livre très fameux de 1972 et qui dit on n'a pas besoin des garages, mais on est capable nous-mêmes, avec un certain nombre de détails, de réparer la Volkswagen. Mais aussi un ouvrage un peu ancien de 61 sur justement la maison construite
par quelqu'un. Et après avoir construit cette maison, Ken Kern réalise un ouvrage et raconte les déboires et les félicités de celui qui a construit sa maison et qui est capable de mettre en place un bon positionnement par rapport au site, par rapport à l'ensoleillement, mais aussi qui sait choisir les matériaux, etc. Donc là encore, c'est un ouvrage qui diffuse une connaissance par celui qui n'est pas un scientifique, mais celui qui a mis la main à la pâte pour transmettre son expérience. Et là, vous avez, même dans la représentation architecturale de ces plans, c'est à la main, ce n'est pas les cotes absolument abstraites des architectes. Il y a beaucoup de croquis, parce que, comme vous le savez, le langage architectural est un langage très abstrait de représentation graphique. Et parmi ces ouvrages, il y a aussi le fameux ouvrage de Anne Shoemaker, Small is Beautiful, qui est un ouvrage de réflexion sur l'économie politique, mais aussi sur la question des dangers de vouloir toujours plus grand. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur, Shoemaker, c'est un homme d'origine allemande qui finalement s'oppose au parti nazi dans la période des années 40, et avec sa famille, et qui, avec sa famille, est obligé de partir en Angleterre, chassé de l'Allemagne, des opposants politiques, on pourrait dire. Et pour survivre, cette famille a commencé à mettre en place son jardin d'autoproduction, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que Shoemaker donc a vécu intrinsèquement, j'allais dire, toute cette expérience de la pauvreté, de l'exil, d'arriver dans un pays finalement qui était aussi pas facile, d'être allemand en Angleterre dans les années 40 et 50. Et en fait, cet ouvrage, Small is Beautiful, a été publié dans les années 73 et traduit assez rapidement en France. Et en fait, c'est toute une série d'articles sur finalement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la décroissance, d'une certaine façon. Alors, cette publication, nous avons repris pour l'affiche cet écorché de la terre. Je dirais que c'est une image qui est un peu difficile à comprendre. Je ne suis pas sûre de l'avoir vraiment comprise, moi, au départ. Mais il est évident, quand on regarde de près, qu'il est question probablement de compostage, de cette idée que la terre a aussi tout un sous-sol extrêmement riche. J'ai pensé à un moment qu'on était plutôt dans l'idée de la pourriture, d'un monde pourri, etc. Mais je pense que le sens est beaucoup plus celui de la possibilité de trouver une grande richesse dans cette activité du compost. Mais peut-être qu'on peut lire les deux interprétations. Je n'ai pas trouvé d'explication très claire. Cette publication, avant d'être éditée à plusieurs milliers d'exemplaires, elle a d'abord été un petit fascicule de 12 pages. Et comme vous voyez, là, cette double page, on présente des outils, la lampe à huile, le sac à dos,
le moulin pour moudre le grain. En fait, Stewart Brand avait pour intention d'aider ses copains qui s'installaient loin des villes autour de 1968, tous ceux qui ne voulaient pas être enrôlés pour devenir soldats pour la guerre du Vietnam, hein, donc fuyaient les villes pour quelquefois se cacher dans les bois ou s'installer au Canada, loin du gouvernement américain, et il circulait et il offrait toutes ces possibilités d'achat sur ce catalogue. Hein. Mais ça a duré seulement que quelques mois. Il a après édité de façon beaucoup plus professionnelle. En fait, ce catalogue, c'est aussi l'histoire d'une équipe. Et pour ma part, j'ai pu interpréter cette équipe dans le sens de qu'est-ce que c'est que de travailler en équipe ? Qu'est-ce que c'est que de créer quelque chose avec d'autres personnes? Qu'est-ce qui motive le désir de produire et de produire au mieux? Eh bien, c'est probablement un sentiment de sympathie ou d'empathie dans un groupe. Et je pourrais dire que Stewart Brand, que vous voyez ici, avec sa tasse de café, avait mis en place une entreprise où les repas collectifs le midi étaient importants, la bonne nourriture était importante, un match de volley-ball toujours entre 13h et 13h30, là aussi comme quelque chose d'une dynamique entrepreneuriale qui va avoir des échos dans les années 60, 70, 80, 90. Parce que vous n'avez pas été sans entendre que les entreprises californiennes ont essayé de transformer à l'excès probablement ce qu'on appelle la dynamique de groupe dans les entreprises. Donc c'est très intéressant de lire ce catalogue aussi avec cette idée de dynamique de groupe et d'effet sur la psychologie d'une ambiance de travail agréable pour obtenir le meilleur des collaborateurs. Et donc tous ces gens sont en train d'écrire, de ranger des livres qu'ils ont reçus ou d'avoir des ouvrages pour éventuellement envoyer pour ceux qui allaient demander de recevoir l'ouvrage. Donc le catalogue est aussi un lieu, c'est aussi une sorte de librairie où on trouve ces ouvrages. Alors, je ne développe pas à fond tout cet aspect. Pour ceux qui regardent, verront le livre, ils pourront trouver beaucoup plus d'informations. Access to tools. Et ça m'intéressait beaucoup, par exemple, de mettre cette boîte à outils qui est une des illustrations du Wolof Catalogue. Et c'est probablement une belle boîte à outils qui était avec des outils de bonne qualité. Qu'est-ce que ça produit, cela, en Amérique, par exemple? C'est qu'un des collaborateurs du Wolof Catalogue que j'ai rencontré, qui s'appelait Jay Baldwin, lui, il avait mis en place un camion, déjà en 1970, un camion où il avait un camion outil, un camion boîte à outils, et il circulait de famille en famille, de commune en commune, pour aider les gens à réaliser leur maison. Et j'ai vu que c'est quelque chose qui se fait maintenant, aujourd'hui. Il y a des jeunes entrepreneurs qui proposent leurs services comme ça, avec un camion outil. J'ai été interviewée, Jay Baldwin, j'ai photographié son camion à outils parce qu'il l'a utilisé au moins une trentaine d'années. Et c'est très intéressant la discussion sur les outils que j'ai eue avec lui. Parce que justement cette discussion sur l'outil
de bonne qualité. L'outil, et il rangeait ces outils par leur capacité à faire. Planter un clou, dévisser, et puis plein d'autres outils. Hein. Et c'était extraordinaire de considérer cet homme en parlant de ces outils. Alors, vous avez là une des pages du Wolof Catalogue, et comme je vous le disais, on ne parle pas seulement d'architecture, on parle aussi de botanique, mais on parle aussi de champignons ou de capacité à faire sa bière ou son vin. Alors, mais cet outil, le catalogue, est un outil médiatique. C'est un document de transmission d'informations. Et il faut se rappeler à l'époque l'importance de l'ouvrage de Marshall McLuhan sur la question des médias, le rôle que les médias vont commencer à avoir pour la formation des consciences dans les années 50 et les années 60. Vous le savez que notre conscience est beaucoup modulée comme une pâte à modeler, je dirais, par la publicité, les médias, les informations, les fausses informations, etc. Et donc, Marshall McLuhan, un sociologue spécialiste des médias, a écrit cet ouvrage pour que vous, moi, nous puissions être conscients justement de l'effet des médias sur notre propre capacité à réfléchir. Autre ouvrage important de Victor Papanek, un designer, c'est cette idée donc de créer soi-même son mobilier dans une économie où on est plutôt nomade et donc on ne reste pas forcément de façon permanente dans une maison et donc on crée un mobilier léger, démontable. Et ce livre est assez fantastique en termes de qualité graphique et informationnelle sur la question du mobilier. Alors, on peut dire que ce Wolof Catalogue a eu une certaine importance aux États-Unis. Il faut savoir qu'en 3 ans, 3-4 ans, 2 millions d'exemplaires ont été vendus, ce qui est énorme. Il faut savoir qu'un livre comme celui-ci n'a probablement pas été vendu plus que de 20 exemplaires. Donc, quand vous parlez de 2 millions, j'exagère un peu, mais pas loin, pas loin. Un livre comme celui-ci a été publié en 500 exemplaires et probablement 250 ont été diffusés, souvent donnés et pas achetés. Et donc 2 millions d'exemplaires, c'est énorme, surtout quand on sait que cette publication est restée sur les étagères de ceux qui avaient ce livre pendant des dizaines d'années. On peut encore aller dans certaines maisons aux États-Unis et trouver ce livre sur les étagères. Mais le cas est aussi le même en France. Jean Aubert, Jean-Paul Jungmann avaient ce livre dans leur bibliothèque, leur rayonnage, et l'ont utilisé. Ils étaient formés à l'architecture, c'était des jeunes architectes, et ce catalogue a été pour eux une source d'inspiration, une source de variété constructive, je dirais, et une source, oui, c'est ça, une source d'information extrêmement importante. Et Jean-Paul Jungmann, là aussi, que j'ai, pour ma part, mon principe constructif, je dirais, en tant qu'historienne, c'est d'aller au plus près de la source. Donc, je vais rencontrer les gens et je leur demande des témoignages. Donc, c'est le cas en France, mais ça a été aussi le cas aux États-Unis. Pour ce travail, j'ai rencontré de nombreuses personnes aux États-Unis, Stewart Brand, J. Baldwin, mais bien d'autres, Jerry Brown, Ivan Illich, mais aussi
j'ai étudié les bibliothèques personnelles des gens, celle de Jerry Brown, par exemple, le gouverneur de Californie, hein, mais aussi en France. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce Wolof Catalogue a eu des petits frères et sœurs ailleurs. Par exemple, The Mother Earth News, publié aux États-Unis, qui reprenait un peu des idées un peu similaires, mais aussi The Canadian Wolof Almanac, une publication au Canada, ou encore d'autres livres sous forme de catalogue assez épais qui reprenaient plus ou moins la méthode de cette transmission d'informations. Je parlerai tout à l'heure de l'écho en France. Ici, rien de exceptionnel. Hein. On pourrait dire même dans notre œil habitué à la qualité graphique des publications d'aujourd'hui, on pourrait dire c'est un peu vieillot. Et vous avez raison de le penser. Hein. Mais néanmoins, vous voyez que dans les premières pages, pages 4 et 5, on y parle de Buckminster Fuller avec une image d'une exposition qui avait lieu au Musée d'Art moderne de New York en 1959 et qui montrait des structures tenségritées de Buckminster Fuller. Et je dois dire que j'ai réussi à retrouver ces structures tenségritées et qu'elles ont été exposées au Centre Pompidou en 1997. Je les ai retrouvées dans un entrepôt, elles étaient abandonnées aux États-Unis et le Centre Pompidou les a restaurées pour les faire venir en France. Mais dans le Wolof Catalogue, on a aussi des livres sur le climat et notamment l'effet néfaste des tornades, l'importance de la pluie, les effets de la brume, etc. Donc il y a tout un aspect aussi sur le climat et vous savez combien on parle du climat aujourd'hui. Alors Buckminster Fuller, encore, hein, qui était qui avait beaucoup de publicité dans les revues d'architecture. Voici par exemple Architectural Design ou Review au début des années 60. Et voici une page consacrée à ce système de tenségrité qui était des structures fragiles mais très belles, très aérées, je dirais. Hein. Le système tenségrité fait 9 mètres de long et arrivé au Centre Pompidou, en fait, il s'est cassé en deux. Et donc, on n'a pu exposer que 5 mètres. C'est juste un petit détail pour dire la fragilité de ce type de structure. Mais dans ce catalogue, en fait, il est assez peu question des architectes, finalement. Les architectes connus, Frank Lloyd Wright, par exemple. Alors, Frank Lloyd Wright, on le voit néanmoins ici apparaître avec ses mains entrecroisées, qui montrent cette fusion entre l'architecture et l'ingénierie. Donc, on ne montre pas son visage, mais on prend une citation et on montre ce principe de la fusion entre les deux arts. Mais on montre aussi beaucoup Gaudi, Antonio Gaudi, et notamment on voit apparaître surtout les bancs du Parc Güell à Barcelone. Mais on parle plutôt de structures un peu vernaculaires, par exemple les structures qui ont été montrées dans le catalogue de Bernard Rudowski, Architecture Without Architects, ou bien encore d'autres publications, par exemple cette demi-page sur le bas traite des structures vernaculaires que l'on voyait dans le livre de Rudowski et dans l'exposition qui avait eu lieu au MoMA en 1964 et ensuite au Musée des Arts Décoratifs en 1969 en France. Alors, on y trouve également
là des pages beaucoup plus consacrées aux structures tridimensionnelles et justement à ces dômes géodésiques que vous voyez tout en haut, mais aussi aux fameux cerfs-volants mis en place par Graham Bell. Graham Bell qui, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, a travaillé beaucoup sur les structures tridimensionnelles pour expérimenter les structures volantes. Et c'était une époque où il n'y avait pas d'avion. Hein, et les recherches de Graham Bell, qui est surtout connu comme l'inventeur du téléphone, ont été très importantes pour le développement des structures triangulaires, comme vous pouvez le voir ici, hein, donc avec un des ingénieurs qui travaillait avec Graham Bell dans cette photo assez extraordinaire. Et bien sûr, ces structures triangulaires, c'est des structures à nœuds et à barres qu'on va retrouver dans les dômes. Mais vous voyez là aussi toute une série de dômes dans cette page qui montrent pourquoi certains architectes pouvaient être fascinés par ce catalogue. Mais vous avez là aussi, par exemple, presque une pleine page consacrée à Paolo Soleri, cet architecte italien qui s'était installé aux États-Unis et qui commençait à créer une ville, Arcosanti, dans le désert de l'Arizona, et qui invitait d'ailleurs les étudiants des écoles d'architecture en France, en Italie, en Allemagne, de le rejoindre sur le site de Arcosanti pour bâtir cette ville utopique hein, qui existe toujours hein, et où il y a toujours d'ailleurs des stages en architecture. Donc Paolo Soleri a réalisé un très très bel ouvrage qui est certainement à la bibliothèque, hein, qui a été ensuite republié par les éditions Parenthèses, avec des dessins fantastiques, comme on peut le voir ici, sur des systèmes de villes utopiques. Mais on retrouve d'autres éléments par là. Et puis là, par exemple, on a un ouvrage très très important, vous avez peut-être entendu parler de D'Arcy Thompson, qui est en fait un ouvrage qui est issu d'une thèse publiée, enfin soutenue, j'allais dire, en 1917, mais seulement publiée à la fin des années 40, et en fait qui est tout un travail sur les microstructures de radiolaire, et de voir dans le règne animal ou micro-animalesque, je dirais, hein, c'est-à-dire les coquillages, les radiolaires, tout ce qui se situe tout au fond de la mer et qui supporte des tonnes d'eau, eh bien, quand on regarde au microscope ces structures, on s'aperçoit qu'il y a des complexités structurelles étonnantes. Et ces complexités structurelles étonnantes vont fasciner les architectes, déjà ceux qui ont accès aux livres en 49, 50, 51, mais aussi des gens tels que Fraiotto, par exemple, hein, et d'autres, et Buckminster Fuller. Donc, c'est de regarder dans les eaux aussi toutes ces structures importantes qui peut aller du règne animal ou humain à la pensée des architectes. Alors, en fait, il y a une section shelter dans le Wolof Catalogue, mais celui qui est responsable de cette section, Lloyd Kahn, à ne pas confondre avec Louis Kahn, hein, Lloyd Kahn, eh bien, il va publier un ouvrage qui s'appelle Shelter en 1973 et qui regroupe beaucoup d'architecture vernaculaire et puis aussi alternative, les dômes et autres, même s'il commence à être très suspicieux à l'égard des dômes. Il est critique en disant que ça fuit beaucoup et qu'on n'arrive pas à résoudre ce type de problème. Mais ce que je voudrais signaler, c'est le caractère désuet de la couverture. On est loin
d'un modernisme suisse des années 50. Hein. On est dans un vocabulaire vernaculaire de la yourte, d'un ensemble, d'une communauté familiale réunie autour d'un feu. On est là dans un imaginaire vernaculaire un peu ancien. Et à l'intérieur, on a comme une sorte de scrapbook, et ce mot, vous le connaissez aujourd'hui, on le connaissait moins il y a 20 ans ou 30 ans, hein, mais c'est carnets, on pourrait dire, où on met des photos accrochées, hein, et là, en fait, ça représente une maison un peu, j'allais dire, en bois, un peu fantastique, fait de briques et de brocs, hein, c'est-à-dire une maison faite avec des matériaux recyclés. Et vous voyez cet intérieur. Alors pensez aux architectures modernistes que l'on peut vous montrer dans les cours que je donne, hein, et que les 2 cours que mes collègues donnent, hein, sur le modernisme des années 28, 30, etc. Hein. Là, on est dans un bric-à-brac de maisons avec des pots en terre, des pots en bois, le bordel de l'habitant, je dirais, hein, et puis des fenêtres qui sont réalisées en récupérant des fenêtres abandonnées. Et ça, c'est maintenant une pratique que l'on fait assez couramment en France, hein, de récupérer des matériaux de construction pour éventuellement les utiliser pour des chantiers constructifs. Ce que je voudrais vous dire, d'une certaine façon, c'est que nous sommes là, en plein, dans la culture de la Californie du Nord, et plus précisément la culture autour de Berkeley. Et que Berkeley, par exemple, hein, qui est situé à une dizaine de kilomètres de San Francisco, a été une sorte, il y a une grande université, l'Université de Californie, là, mais aussi on est dans ce lieu de l'alternative constructive. Et ce qui est très important, c'est que Berkeley, déjà, à la fin des années 60, est à la pointe de revendications citoyennes pour mettre en place, par exemple, de systèmes de trottoirs adoucis pour permettre aux handicapés de circuler dans la ville, de systèmes de récupération des matériaux. Donc déjà, dès 1968-69, on trouvait des grands hangars où on pouvait trouver disposés les lavabos, les portes, les fenêtres qui pouvaient être récupérés comme matériaux de construction. C'est d'ailleurs, j'ai écrit un article dans le catalogue publié par Encore Heureux à ce propos, spécifiquement sur Berkeley. Bon, je ne vais pas forcément aller trop loin dans cette description, d'abord parce que le temps court et que vous semblez peut-être être un peu fatigué de cette monologue, puisqu'on n'est plus dans la discussion, mais peut-être je m'en excuse. Mais ce que je voulais vous dire, qu'un système aussi de transmission de l'information mis en place par Stewart Brent, c'est celle d'organiser des workshops ou ce qu'on appelle des événements qui pouvaient durer 3 jours ou 4 jours dans des sites improbables et où se réunissaient des ingénieurs, des activistes, des architectes, et pendant 3 ou 4 jours, tous ces gens parlaient entre eux, il peut y avoir des philosophes, etc. Et c'était comme une sorte de brainstorming sur comment on peut faire évoluer la société, comment on peut transformer l'information sur les matériaux, sur la récupération la mise en place de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, des constructions en paille et autres, des constructions en terre. Donc c'est des forums de discussion qui pouvaient durer quelques jours. Et dans un site, ici on est dans le Nouveau-Mexique, et et je croyais que j'avais mis une autre photo, mais finalement elle n'y est pas. Alors, pour conclure, à propos de ce catalogue, j'ai évoqué tout à l'heure
le rôle du politique et l'importance de la transmission du monde contre-culturel vers le monde du politique. Ça s'est fait à partir d'abord de Stewart Brand, qui est devenu, comme je vous l'ai dit, le conseiller scientifique du gouverneur de Californie, plus jeune de gouverneur de Californie de 75 à 78, mais qui a été à nouveau gouverneur de Californie, le plus vieux, il y a encore 5 ans ou 6 ans. Hein, donc il a été à 2 reprises gouverneur de Californie, mais à des âges différents, bien sûr. Et Sim van der Ring, qui était enseignant, architecte, à l'Université de Californie, devient Officer of Appropriate Technology. Et ça veut dire qu'il y a un bureau du gouvernement qui réfléchit à ce qu'on appelle la technologie appropriée. C'est-à-dire toutes ces technologies appropriées à l'architecture qui permettent de penser une nouvelle pensée architecturale, je dirais. Hein. Mais d'autres expériences, comme l'expérience de New Alchemy, dans la région de Boston et aussi dans la région du Canada, toute une expérience d'habitation, de jardin, de dispositifs solaires, dispositifs éoliens, mais aussi de production de pisciculture, je dirais, tout ce dont on entend parler aussi aujourd'hui. Hein, donc une expérience très très intéressante qui s'est développée dans cette mouvance-là, de city farming. Et puis, en France, dès 1975, la version française du Wolof Catalogue, dans le catalogue des ressources, publié finalement en 3 exemplaires, en 4 exemplaires, enfin en 4 numéros, et le 4e étant plus spécifiquement dédié à l'architecture. Et dans ce catalogue des ressources, vous pouvez avoir les adresses de constructeurs en paille, en terre, ceux qui sont capables de mettre en place des systèmes d'énergie solaire, éolien, etc. Donc, à nouveau, un catalogue qui permet de diffuser, de créer du lien et d'agir dans le réseau de la communauté architecturale au sens large. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai terminé avec mes images. Si tu veux conclure. J'aurais peut-être surtout passé le micro dans le public, parce qu'à mon avis, il pourrait y avoir des réactions, des questions, même si vous êtes un peu fatigué. Hein. Ça, je comprends. Et Caroline, ta voix, c'est quand même un peu... Non, mais ma voix... voilà. Donc, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Vous me dites, je vous passe le micro. Et je comprends très bien que ça puisse vous paraître un petit peu abstrait, peut-être, ou peut-être un peu trop éloigné de ce que vous faites actuellement. Mais bon, c'est à vous de le dire, ça. Ah bah, je savais. Bonjour Caroline, merci pour cette présentation. Je me présente juste pour savoir qui parle. Je suis Raphaël Ratier et je suis un doctorant qui travaille sur la construction en terre actuelle et les pratiques des architectes aujourd'hui. En fait, je relie la présentation de ce monde dont tu parles avec le développement d'une pratique de construction en terre aux États-Unis, plus particulièrement dans l'Oregon, dans les années 90. Donc un peu plus tard, oui. Avec des personnes qui... Alors ça s'appelle Cobb Cottage Company, le nom. Et en fait, ces personnes-là, elles viennent du milieu de l'informatique, des ingénieurs. Concrètement,
bon, alors je me suis pas forcément j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais en gros, il prône de sortir de la société pour créer une communauté autonome, de développer des techniques de construction en terre qui leur permettent de se rendre indépendants de la société de consommation, donc une forme de continuité. Sauf qu'on déjà, moi ça m'étonne parce qu'on est dans les années 90, donc on est après le dégonflement en quelque sorte de je sais pas comment on appelle ça, de la bulle écologique. Oui. Moi je me demande, j'ai pas vraiment connu d'appropriation des cultures de la construction en terre avant les années 90 aux États-Unis. Alors quand tu nous présentes les formes architecturales, pour moi, elles sont plutôt high-tech, elles sont plutôt liées à l'industrie, les tubes, les nœuds, etc. C'est des ingénieurs, et après, tu fais une continuité avec ceux qui ont développé les GAFAM. Et donc, moi, je vois qu'il y a une forme d'ambivalence entre du coup du low-tech et un recours au high-tech aussi. Je sais pas trop comment ça se positionne, comment le All F catalogue, enfin c'est quoi les fondements théoriques sur ce recours au high-tech, alors qu'il prône aussi de la décroissance et du coup une forme de recours à une faible énergie de construction. Et comment tu perçois en fait le développement le recours à la construction en terre plus tard dans les années 90, si tu en as entendu parler? Et quel lien, du coup moi ça m'intéresse, quel lien tu fais? Bon, ça fait beaucoup de questions. Oui, ça fait beaucoup de questions. Moi je pense que l'architecture en terre, il faut savoir que dans les années 50, même avant, il faut savoir par exemple que des anthropologues, mais aussi beaucoup d'architectes ont été fascinés par les constructions en terre du Nouveau-Mexique, Taos par exemple. Et des étudiants en architecture, des architectes, ont ramené des diapositives de ces constructions en terre des Indiens nord-américains. Et donc, Taos, par exemple, la petite ville de Taos, mais je pense à les Pueblo Taos, par exemple. C'est des constructions en terre, vernaculaires, et les visiteurs architectes qui venaient rencontrer ou aller à Taos, etc., pouvaient s'apercevoir de la qualité de l'isolation, par exemple, de ces constructions l'été ou l'hiver. Ça, c'est un premier aspect. Donc, les constructions en terre, déjà dans les années 60, certaines personnes, autres que les Indiens, les mettaient en pratique. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis trompée peut-être de PowerPoint, mais j'avais positionné cet après-midi d'autres images, et notamment les premières images de Mike Reynolds, déjà dès 72, qui va beaucoup développer son concept de Earthship, déjà en 73, 74, 75, pour créer des habitations, toujours dans la région de Taos, par exemple, avec des constructions en terre. Donc, je pense que c'est très tard, 1990. Et déjà, par exemple, toujours ce même Mike Reynolds a développé un peu une culture autour de lui où des gens se sont mis à mettre en place beaucoup des architectures en paille. J'ai vu déjà beaucoup d'architectures, de structures en paille-terre. Déjà dans les années 90, 2000, c'était très courant dans ces régions-là, dans le Colorado et le Nouveau-Mexique, par exemple. Donc je suis un peu étonnée que tu le considères que 90. Quant au milieu high-tech,
ces gens autour de Stewart Brand, le Hall of Catalogue, etc., comme j'ai dit, on est en pleine, on est dans l'écosystème du développement de cette high-tech. Et quand on voit des photos, par exemple des diapositives, des dômes, etc., il y a toujours le Wi-Fi, c'est-à-dire qu'il y a toujours une chaîne de musique, il y a des baffles et tout ça, c'est-à-dire que les gens ont toujours été très bien équipés en équipement de musique, par exemple, hein, de haute technologie, déjà dans les années 60, 70. Et puis, Stewart Brand a été l'un des premiers, dès 1984, à mettre un système qui s'appelait le WEL, W-E-2-L, je crois, et qui était déjà un réseau téléphonique pour mettre en place des communications de personnes à distance. Et donc c'était tout au début de ce qu'on pourrait dire les Zooms, les réunions Zoom, etc. Hein. Il y avait déjà cela qui était déjà mis en place de façon très balbutiante, je dirais, en 84, 85, 86, 87. Et ils ont continué cette chose, et il y a eu une progression, et on sait ce que c'est devenu. Voilà. Alors, il est évident, et vous le savez bien, que des gens comme Steve Jobs et d'autres, au départ, l'ordinateur portable avait une ambition autre que les gros ordinateurs qui avaient été mis en place dans l'économie militaro-industrielle des États-Unis des années 50, des années 40 et des années 50, développés dans le cadre des recherches de la cybernétique, avec Wiener, etc. Hein. Et donc, l'ordinateur portable avait cette ambition, au départ, d'être un outil de communication qui devait être détaché de cette... enfin, high-tech, oui, mais pas dans cette escalade consumériste comme on le voit actuellement. Ça a beaucoup changé, je ne sais pas exactement à quel moment, mais cette escalade consumériste autour de l'équipement d'ordinateurs au monde entier tel que nous le percevons maintenant, il y a eu des évolutions très très importantes au cours des années 90, 2000, 2010. Alors, la high-tech, il n'y a jamais eu un refus de la high-tech, mais il y a eu une recherche de low-tech. Et il n'y avait pas cette volonté de décroissance. J'ai parlé de Shoemaker, mais c'était un peu exceptionnel, et c'était plutôt lié à la philosophie bouddhique, justement, hein, donc plutôt des concepts philosophiques, etc. Mais il n'y a pas eu... il n'y a pas eu ce refus de la haute technologie, je dirais, dans ce monde contre-culturel. Et d'ailleurs, la musique, j'allais dire même pop, ou la musique produite dans les années 60, on voit bien qu'on est aussi dans une haute sophistication musicale à travers les instruments électroniques. Donc, c'est une histoire très complexe. Et ce qui est très intéressant, par exemple, et je pense que ça se résume dans la personnalité, j'exagère quand je dis ça, hein, mais c'est pour résumer et conclure, tout ce paradoxe entre high technology et low technology, on peut le retrouver dans la personnalité de Buckminster Fuller, qui travaillait autant pour les militaires américains, hein, puisqu'il a réalisé, par exemple, il a contribué à réaliser toute une série de dômes pour protéger la frontière entre le Grand Nord, en Amérique du Nord,
et très ami aussi des milieux contre-culturels. Donc cette fusion entre contre-culture et culture militaire, eh bien, il y a eu des proximités extrêmement importantes. Il faut savoir que tous ces gens dont j'ai parlé ont tous été des militaires. C'est la petite surprise. Hein. Et tous ont dit que l'éducation qu'ils ont reçue en tant que militaires les avait formés dans cette idée d'une éducation plus globale. Un militaire est formé non pas comme un spécialiste, ou en tout cas était formé dans les années 60, hein, non pas comme un spécialiste, mais de développer sa capacité physique, de répondre avec son corps, mais aussi de répondre avec une tête bien faite. C'était cette image-là que l'Amérique, où certaines personnes se faisaient du training de l'officier militaire. Et ça, c'est presque en contradiction avec la perception contre-culturelle des années 60 américaines, parce qu'on a l'impression qu'on est dans un paradoxe total. Et la choc de la guerre du Vietnam. Voilà. Choc de la guerre du Vietnam, choc du refus de la guerre du Vietnam, mais aussi le fait que, pourquoi à Berkeley il y a eu autant de soucis à faire en sorte que les handicapés puissent aller traverser les trottoirs dès 69. Hein. C'est quelque chose qui a été mis en France presque 40 ans ou 50 ans plus tard. Hein. Donc dès 69, c'était aussi qu'il y avait beaucoup de vétérans américains rentrant complètement handicapés et qu'il était nécessaire de faire quelque chose pour eux. Vous voyez, donc c'est une société extrêmement complexe. Et dans un livre, dans le livre que j'ai essayé de faire, mais ce catalogue aussi, cela nécessite de prendre en compte cette complexité sociétale, écosystémique, cybernétique, low-tech, high-tech, etc. Hein, et qui touche l'architecture et nos vies. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas, les étudiants qui n'osent peut-être pas, mais il faudrait. Et sinon, je sais qu'il y a Sébastien qui ne nous déçoit jamais. Ça. Hein. Ou Raphaël, hein, je ne sais pas, ou Claire. Mais peut-être que les étudiants en ont peut-être un peu assez. Bah, je ne sais pas. C'est pas grave, il faut souffrir jusqu'au bout. Non, mais c'était un plaisir, au contraire. Pas du tout. Moi, j'étais complètement enchantée. Mais vous, qu'est-ce que ça vous dit Est-ce que vous êtes sensible? Est-ce que vous êtes, comment dire, est-ce que vous êtes affecté par cette culture du do-it-yourself, par exemple est-ce que vous êtes, est-ce que ce sont des notions qui, aujourd'hui, pénètrent la sphère médiatique et vous touchent finalement et modèlent votre esprit? Via Internet, oui, tout à fait. Internet, de toute façon, Internet a bien évidemment remplacé le Wolof Catalogue, c'est évident. Mais Internet, il n'y a pas forcément le rôle de celui qui sélectionne. On doit faire aiguiser son sens, son jugement. Et on peut tomber sur le pire comme sur le meilleur, etc. Mais on doit aiguiser son jugement. Bon, on en finit là. Hein, c'est moi qui conclue. Ok, bon voilà. Merci beaucoup, Caroline. En tout cas... En tout cas, moi, je suis sûre que ça reste de grande actualité, ce catalogue. Et ton livre restitue bien tout ça. Oui, alors vous pouvez le trouver en bibliothèque. Hein. Voilà. Et il n'est pas très épais, hein. Ça se lit facilement. Vous pouvez y arriver. Lisez-le. Et il y a des chapitres uniquement dédiés à l'architecture, pour ceux qui ne voudraient pas passer sur l'argumentation un peu plus sociétale. Merci beaucoup, Caroline. Super.